bienvenue dans un nouveau numéro de Phase S. Phase S, la web émission dédiée à la science-fiction présente. Bienvenue à tous dans notre dernière vidéo de l'année. Pour cette 25e émission, nous revenons sur une série anglaise culte que nous adorons, Les Professionnels. Tout commence en 1977 avec la nouvelle série des Avengers, ou si vous préférez, chapeau melon et bottes de cuir avec Purday et Gambit. La série fonctionne assez bien et Brian Clemens se voit approché par Brian Tessler, le président de la maison de production anglaise LWT, qui travaille pour la chaîne de télévision HayTV One. Ce dernier demande à Clemens une série pour faire concurrence à une autre série d'action qui cartonne sur la chaîne Thames Television, qui était une chaîne du réseau privé HayTV et qui produisait au hasard Benny Hill. La série en question se nomme The Sweeney et fait un malheur. Elle comporte 4 saisons, totalise 53 épisodes de 52 minutes chacun et n'a jamais été diffusée en France. Un film est sorti en 2012 mettant en vedette Ray Winstone et Ben Drew, qui fut réalisé par Nick Love. Mais ceci est une autre histoire. Ayant démontré avec les nouvelles aventures de chapeau melon et bottes de cuir qu'il est capable de faire des séries d'action, Clemens accepte la proposition de Brian Tessler et se met au travail. Après une semaine de réflexion, Clemens propose 2 idées à Tessler. La première est celle d'un duo de policiers en civil, mais Tessler ne l'aime pas plus que cela. C'est la seconde qui a sa préférence, un peloton d'élite de combattants du crime formé pour endiguer la vague sans cesse grandissante de groupes de criminels et de terrorisme qui commencent à submerger l'Angleterre. Tessler est séduit par l'idée et lance la machinerie. La série porte à ce moment-là le nom de The East Squad, mais celui-ci n'est pas très représentatif ni percutant, et très vite, il est changé pour The Professionals. Pour produire rapidement sa série, Brian Clemens avec son vieil ami et complice Albert Fennell, qui ont quand même à leur actif des séries comme Angoisse, Chapeau melon et bottes de cuir, Les Champions ou encore Amicalement Vôtre, créent leur propre société de production, Avengers Mark I Production, qui réalisera l'intégralité des épisodes. Bien évidemment, LWT coproduit la série. Clemens s'entoure alors de ses vieux compagnons pour la série. Sidney Ayers sera chargé de la production sur la première saison et c'est Raymond Menmuir qui prendra le relais pour les saisons suivantes. Bien évidemment, Clemens fera appel à son vieil ami Laurie Johnson pour composer les musiques de la série et notamment le générique très péchu de celle-ci. Tout est donc mis en place pour lancer la série. La production réelle de celle-ci commence. Brian Tessler, qui voulait concurrencer The Sweeney et également faire une sorte de Starkey Hutch anglais, lance la production et les acteurs de la série sont alors recrutés. C'est Gordon Jackson qui incarnera le patron de la fictive entité nommée CI5. On pense que le nom est inspiré en référence au MI5, le service de renseignement bien connu de l'Angleterre. Les 2 autres acteurs engagés pour le casting principal sont Martin Shaw pour incarner l'agent Reynolds et pour l'incarnation de l'agent William Body, on choisit au départ l'acteur Anthony Andrews, que l'on a pu voir par exemple dans la série Columbo ou encore La croisière s'amuse. Mais Clemens trouve qu'Andrews et Shaw n'ont pas à l'écran l'alchimie qu'ils recherchent. De plus, on s'aperçoit rapidement que Martin Shaw a plus de présence que lui à l'écran. Au bout de quelques jours de tournage, Andrews est renvoyé comme un malpropre. Et tandis qu'on cherche son remplaçant, c'est alors qu'Albert Fennell se rappelle de Lewis Collins, qui a joué aux côtés de Martin Shaw dans l'épisode des New Avengers intitulé Obsession dans la saison 2, où Collins tenait à peu près le même rôle. Clemens et Fennell se rappellent alors que lui et Shaw ne s'étaient pas entendus sur le tournage, et que cette abrasivité collerait bien à la relation des 2 personnages des professionnels. De plus, Collins avec son personnage dit ironiquement dans l'épisode de Chapeau melon et bottes de cuir qu'ils forment une bonne équipe et que peut-être qu'un jour ils retravailleront ensemble. Quelques semaines plus tard après cet épisode, Clemens engage alors Lewis Collins qui remplace Andrews au pied levé et donnera le duo gagnant que l'on connaît. Ironiquement, aucun des 3 acteurs principaux ne fut le premier choix de Brian Clemens. Comme beaucoup de séries TV, les professionnels ont vu un certain nombre d'acteurs qui étaient pressentis pour les rôles principaux. Parmi ceux qui furent invités à passer des screen tests, nous pouvons citer Simon Watts, Kenneth Chinson, Oliver Tobias ou encore Tommy Boyle, mais aucun ne sera retenu. En effet, Brian Clemens souhaitait avoir Clive Revill,
que l'on a pu voir dans l'épisode de Columbo des sourires et des armes, pour incarner Cole. Malheureusement, Reveal venait de jouer dans un épisode pilote d'une éventuelle longue série américaine et ne pouvait donc pas s'engager pour les professionnels. Grand mal lui en a pris car son rôle dans la série US ne s'est finalement pas concrétisé. Garrett Hunt fut lui aussi envisagé pour le rôle de Bodhi, mais comme il tournait la nouvelle saison de Chapeau melon et bottes de cuir en France et au Canada, et que la pression de LWT pour tourner rapidement la série s'amplifiait, la production ne put attendre que Hunt fût disponible. On envisagea aussi John Finch en premier lieu pour le rôle de Doyle. En effet, la production lui offrit le rôle immédiatement après son screen test. Finch commence par accepter, puis se rétracte peu après. Il dira plus tard, bizarrement, qu'il n'aurait jamais pu jouer un policier. Martin Shaw, qui fit ses screen tests durant la même session que Finch, fut pris et accepta le rôle, car a-t-il dit à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de travail et on ne m'avait rien proposé d'autre. Il faut savoir que Martin Shaw n'a jamais aimé son rôle sur la série TV et que pendant des années, il bloquera la diffusion de la série en prétextant que celle-ci pouvait nuire à sa carrière. Le tournage débute le 13 juin 1977 dans les petits studios d'Arfield Grove, près de Rickmansworth. Ceux-ci fournissent à l'équipe de tournage des bureaux administratifs et un certain nombre de décors pour le siège du CI5. Mais comme dit précédemment, très vite alors que l'on filme les premières scènes, il apparaît clairement que le duo formé par Andrews et Shaw ne fonctionne pas à l'écran. Et après une réunion d'urgence avec LWT, Andrews est remercié, tous s'accordent à dire que Martin Shaw écrasait Andrews à l'écran par sa présence. C'est donc Lewis Collins qui le remplace pour la raison citée un peu plus tôt. Le tournage avait déjà 3 semaines de retard. Le 20 juin 1977, le tournage reprend et Shaw est horrifié de travailler avec son nouveau partenaire et doute également de ses capacités. Mais au cours du tournage des épisodes et au fil des saisons, son avis changera sur Lewis Collins. Ils ne seront jamais vraiment amis en dehors du tournage car ils n'avaient pas beaucoup de temps à passer l'un avec l'autre, mais ils avaient un bon contact ensemble. Pendant les pauses de tournage, les deux acteurs recevront un entraînement physique intensif pour les mettre en forme et recevront une formation avancée à la conduite de véhicules car ils allaient en avoir besoin dans la série. Si Clemens fut peut-être frustré de ne pas avoir les acteurs qu'il voulait pour les rôles principaux, il rassemblera néanmoins les réalisateurs et scénaristes qu'il apprécie. Ainsi, on peut nommer Anthony Reed, Dennis Spooner, Jerry O'Hara, Don Newton ou encore Roger Marshall qui ont tous plus ou moins travaillé sur Chapeau melon et bottes de cuir ou Le prisonnier au hasard. Pour les réalisateurs, des noms réputés tels que Douglas Camfield, William Brain ou Charles Crichton sont également venus sur la série. Clemens fut particulièrement actif lui aussi sur les scénarios de la série. Un premier générique est tourné avec une Rolls-Royce qui arrive à toute vitesse. Doyle et Bodhi en sortent tandis que Cole prend un chronomètre. Doyle et Bodhi font toute une panoplie d'exercices d'entraînement avant de revenir à la voiture et que ceux-ci repartent. Originellement, l'ouverture était accompagnée de la voix off de Cole qui disait un texte, mais celle-ci fut supprimée après 2 ou 3 épisodes. Tout comme ensuite ce sera le nouveau générique avec le fond vert et le reste qui remplacera le tout premier. A noter, les acteurs souhaitaient faire leur cascade eux-mêmes et nombre de blessures, ecchymoses, coupures, commotions cérébrales et points de suture seront des problèmes récurrents au cours des 5 années de tournage. Même si nous n'avons pas beaucoup d'infos sur le budget de la série, d'après quelques-unes trouvées, la série tournait autour de 150 000 à 300 000 livres par épisode pour la première saison. Brian Clemens avait le plan initial d'écrire que quelques épisodes pour poser les bases pour les autres scénaristes. Après avoir travaillé sans relâche pendant 18 mois sur la nouvelle série de Chapeau melon et bottes de cuir, il prend alors des vacances pour avoir un long repos et met les professionnels entre les mains de Kenneth Wire, le directeur des scripts. Mais les choses ne fonctionnent pas comme Clemens l'avait espéré, et en quelques jours il est rappelé en urgence car la série est en difficulté. Les scénaristes s'embourbaient dans des choses inutiles ou inadaptées à la série, lorsqu'ils ne faisaient pas des scripts qui ne faisaient pas les 50 minutes requises d'un épisode. Certains scripts étaient tournés et on se rendait compte qu'ils ne faisaient que 30 minutes. Il y eut même des scripts qui étaient encore en révision alors qu'ils étaient déjà réellement tournés. L'intention initiale de faire 2 blocs contigus de tournage du lundi au vendredi pour chaque épisode pour ainsi passer au suivant la semaine d'après s'est rapidement effondrée. Malgré tout, LWT maintient la pression pour que la série soit diffusée à la fin de l'année 1977. Clemens met alors les bouchées doubles et certains jours il tourne des scènes pour 4 épisodes simultanément. C'était une vraie situation de crise comme l'a dit Brian Clemens. Finalement, la première saison est mise en boîte et diffusée le 30 décembre 1977, mais ce fut de justesse.
La saison 1 est composée de 13 épisodes et le premier diffusé est Private Madness, Public Danger, danger public en français. Cette première saison contient une grande variété d'intrigues. Old Dog with New Tricks, l'échéance en français, était à l'origine l'épisode pilote, mais ne fut diffusé au final qu'en tant que 3e épisode. Le dernier épisode de la saison 1 ne sera pas diffusé lors de la première diffusion de la série. LWT ayant jugé le thème de l'épisode Klansman, question de couleur en français, trop sensible. Celui-ci traitait du sujet des violences sur les Noirs, avec une allusion au Ku Klux Klan. Les termes racistes utilisés tout au long de l'épisode furent jugés trop sensibles. Même le personnage de Bodhi est lui-même plutôt raciste, jusqu'à ce qu'il soit sauvé par une jeune femme médecin noire. Brian Clemens protesta contre cette annulation, en mentionnant que l'épisode était justement contre la violence sur les Noirs et traitait de ce sujet. Ce ne fut qu'en 1987 que les spectateurs ont pu voir l'épisode en choisissant s'ils désiraient le voir sur une chaîne du satellite où il fut diffusé. Mais très peu de gens avaient le satellite à cette époque. Malgré tous les problèmes rencontrés lors de la production et les scripts réécrits à la hâte, la série est bien accueillie par le public et reçoit beaucoup de critiques positives, mais aussi quelques négatives évidemment. Ses cotes d'audience montent alors progressivement jusqu'à réunir environ 10 millions de téléspectateurs au Royaume-Uni. Pas mal pour une série qui a démarré pendant le Nouvel An. C'est donc Martin Shaw qui incarne le personnage de Raymond Doyle, un ancien agent de police infiltré qui travaillait dans la région est de Londres. Doyle détient le record du nombre d'arrestations. 30 ans, charmeur et impulsif, il est un expert en karaté et au kendo, ainsi qu'un as du pistolet. Il utilise un Browning High Power, un pistolet automatique 9 mm. Il utilise également un Walther P38. Doyle est la personne typique taillée pour l'action. Tout comme Bodhi, il fait son entrée au CI5 en 1975. Martin Shaw, qui est né le 21 janvier 1945 à Birmingham, commence sa carrière en 1967 dans la série The Newcomers. Il aura une carrière assez prolifique et nous pourrons le voir entre autres choses dans la série The Chief, Judge John Deed ou encore des mini-séries comme Apparition en 2008 et plus récemment dans la série Inspector Gently qui s'est terminée en 2017. Shaw n'a jamais aimé son personnage de Doyle ni la série qu'il trouvait trop violente. Pour la coupe de cheveux dans Les Professionnels, c'est lui qui en a eu l'idée. Il fut marié et a divorcé 3 fois. Il a 3 enfants. Pour l'anecdote assez amusante, Martin Shaw a refusé le rôle de Robert McCall dans la série The Equalizer, qui échoua finalement à Edward Woodward. Or, ce dernier sera le personnage principal du reboot de la série des Professionnels en 1999. L'ironie du destin parfois. Lewis Collins interprète le personnage de William Andrew Philip Bodhi, originaire de Liverpool avec des origines irlandaises. Après avoir quitté la marine marchande, il rejoint une bande de mercenaires en Afrique avant d'intégrer une unité de parachutistes. Il arrive enfin au SAS où ses nombreux talents furent repérés par Coley qui l'invite à rejoindre le CI5. Il y rentrera en 1975, Bodhi est l'homme de réflexion du duo. Il utilise un Walther PPK puis un Magnum 357 comme Doyle à partir des épisodes de la série de 1979. Lewis Collins démarre en 1974 dans la série The Cars et enchaîne des petits rôles jusqu'en 1975 où il joue dans la série The Cuckoo Waltz avant d'enchaîner avec Les Professionnels. Après ça, on pourra le voir dans la mini-série de Jack l'Éventreur aux côtés de Michael Caine et dans d'autres petits rôles. L'acteur mourra en 2013 à Los Angeles d'un cancer. Il était marié à Michelle Larrett avec qui il a eu 3 enfants. Lewis Collins avait dans la vraie vie réussi l'examen pour entrer au SAS, mais son statut de célébrité ne lui permit pas malheureusement d'intégrer le fameux escadron d'élite. Il fut pressenti dans les années 80 pour incarner James Bond, mais Albert Broccoli jugea qu'il faisait un peu trop voyou pour incarner le personnage de 007. C'est Gordon Jackson, enfin, qui joue le rôle de George Coley, le patron du CI5 et qui a recruté ses 2 poulains Doyle et Bodhi. Ancien directeur du MI5, totalement dévoué au service de Sa Majesté et de son pays, il est le créateur et le coordinateur du CI5 pour empêcher l'Angleterre d'être submergée par le crime et le terrorisme. Même s'il ne montre pas beaucoup, Coley apprécie énormément Doyle et Bodhi qui sont les meilleurs éléments du service. Coley utilise un Smith & Wesson de calibre 38 avec un canon de 2 pouces. Gordon Jackson a eu une immense carrière, que ce soit au cinéma avec La Grande Évasion par exemple, ou bien Les Révoltés du Bounty, mais aussi à la télévision. Ainsi, on a pu le voir dans la série Maîtres et valets de 1971 à 1975. Après Les Professionnels, on pourra le revoir dans des mini-séries comme Shaka Zulu ou
La Noble Maison ou encore dans la série Campion avant sa mort en 1990. Il était marié avec Rona Anderson et a eu 2 enfants. Pour en revenir à la série, certaines critiques étaient fondées et Martin Shaw lui-même allait dans le sens des fans en disant que la production aurait pu corriger ses défauts. Il est d'ailleurs surprenant que Clemens lui-même n'ait pas cherché à corriger ses erreurs, telles que le fait que certaines affaires traitées par le CI5 pouvaient aisément être résolues par la police classique. Néanmoins, la série offrait des bons scripts, un montage pointu et nerveux, et les 3 acteurs principaux s'impliquaient totalement dans leur rôle avec conviction. Même Martin Shaw, qui pourtant dès le début a critiqué la série, est sans rôle. Il dira d'ailleurs plus tard qu'il ne serait pas resté et serait parti à la fin de la première saison s'il n'avait pas été lié par un contrat de 4 ans avec la production. D'ailleurs, si Clemens lui-même avait eu plus de contrôle sur la série, il se serait sûrement débarrassé rapidement de Shaw et Collins et les aurait remplacés par une autre équipe. Le CI5 était une grande organisation, donc pourquoi rester avec eux? Mais LWT et ITV1 sont ravis des audiences et notamment des ventes de la série à l'étranger, au point que cela a fait des professionnels une des plus grandes sources de revenus de la société. Elle sera même diffusée au Japon. Sans surprise, LWT commande alors rapidement une nouvelle salve d'épisodes, mais Mark One Production et LWT sont d'accord qu'il faut passer à la vitesse supérieure et LWT investit donc des fonds supplémentaires dans le show. On parle alors d'un coût de près de 500 000 livres par épisode tourné. Mais LWT exerce un contrôle plus direct sur la série. La production est alors déménagée pour la rapprocher de Londres et des nouvelles techniques de tournage sont utilisées et qui permettent ainsi plus de tournage en extérieur. Il y a même une innovation audio par le preneur de son Dave Crozier qui permet de suivre les acteurs et d'enregistrer leurs dialogues à la volée plutôt que d'avoir à faire de la post-synchro plus tard en studio. Tout cela a amélioré l'esthétique, donnant aux spectateurs une impression de qualité supérieure et de spontanéité sur la série. Sidney Ayers quitte son poste de producteur à la fin de la première saison pour aller aux États-Unis. C'est Raymond Munmuir qui le remplacera comme déjà dit précédemment. Ce dernier aura des idées novatrices pour encore améliorer le show. Les saisons suivantes se tournent donc et on attribue des voitures permanentes à Doyle et Body. Les fameuses Ford Capri pour Body et une Ford Escort RS2000 pour Doyle, qui auront une grande importance dans la série et pour les fans. Ce qui fera, pour la petite histoire, augmenter significativement les ventes de Ford à cette époque. Coley, lui, aura une Ford Granada MK2, là où dans la première saison, on utilisait un mélange de Triumph et de Rover. Un accord fut en fait passé avec Ford au milieu de la saison 1 de la série. Certaines erreurs de script de la première saison donneront aussi quelques incohérences dans les saisons suivantes, comme par exemple pour l'identité secrète des membres du CI5. L'autre changement est bien entendu le nouveau générique avec la Ford Grenade défonçant des vitres au tout début de celui-ci. LWT a estimé que ce nouveau générique était bien meilleur que le premier, à tel point que LWT a demandé à appliquer ce nouveau générique sur des épisodes de la première saison pour les ventes à l'étranger. Les 2 acteurs qui incarnent Doyle et Body ont aussi modifié leur façon d'être, et notamment au niveau vestimentaire. D'autres changements mineurs dans le casting et dans les personnages furent aussi effectués. Brian Clemens ne fournira que 2 scripts dans la saison 2, car les autres scénaristes semblaient enfin avoir compris le concept de la série. La production est désormais bien rodée à partir de la saison 3, des méthodes et des normes sont mises en place et il n'y a plus que 1 ou 2 jours supplémentaires sur les tournages lorsque c'est nécessaire. Malheureusement, en novembre 1978, alors que son contrat l'interdisait, Lewis Collins se fracture la cheville en sautant en parachute pendant ses vacances. La production de la série est bloquée au 11e épisode de la saison 3 et ne reprendra qu'en mars 1979. De plus, à la fin de cette saison 3, des problèmes commencent à apparaître. Martin Shaw, qui n'en peut plus, désavoue publiquement son rôle et la série en novembre 1979 dans son interview réservée à l'annual anglais sur la série, et mentionne le fait qu'il désire la quitter. De son côté, Lewis Collins ne fait pas mieux en arrivant systématiquement en retard sur le tournage des épisodes. D'autres problèmes d'ordre financier cette fois-ci arrivent pour ITV1, le diffuseur de la série, qui se retrouve à devoir gérer des grèves et négocier avec des syndicats pour une augmentation de salaire. La Grande-Bretagne traverse une crise financière en plus de cela et les annonceurs exigent des tarifs plus bas. ITV1 ne trouve pas d'accord et la chaîne anglaise se retrouve bloquée du mois d'août au mois d'octobre 1979. Ce fut l'un des conflits les plus longs de l'histoire de la chaîne anglaise, ce qui fait que même si 13 épisodes de la série avaient été tournés, plus 3 autres qui avaient été retardés, la saison 3 ne verra que 8 épisodes diffusés, les autres étant reportés sur la saison 4 qui en comporte 15. Malgré tout, la série continue de bien marcher.
Et Clements, qui est revenu des USA après un flop du pilote des New Avengers là-bas, propose l'idée de faire un film des professionnels pour promouvoir la série aux USA, ce pays aimant le format de 90 minutes de film pour les utiliser comme pilotes de série. Quelques sociétés américaines sont intéressées, mais ce serait LWT qui financerait en majorité le projet. Les acteurs sont d'accord, mais Martin Shaw pose des conditions très drastiques, comme le fait par exemple de tout contrôler et pouvoir à tout moment modifier le script s'il le jugeait nécessaire. Au final, le projet n'aboutira jamais et le scénario ne sera même pas achevé. En fait, LWT ne voulait pas aller de l'avant et commençait à prendre ses distances avec la série. La saison 4 débute et les pires conditions arrivent. Avec la grève précédemment citée, ITV1 annule plusieurs séries et envisage de faire de même pour les professionnels, car il faut réduire drastiquement les coûts. Martin Shaw en profite pour apparaître dans une mauvaise pièce de théâtre qui ne marche pas, et dans ce qui devait être la promotion de la pièce, lors d'une interview, attaque violemment la série des professionnels et surtout la production. Il les accuse de n'être que des comptables, même pas prêts à fournir des sièges pendant les pauses de tournage, et que ceci le forcerait à renoncer à des offres de rôle au cinéma. À la fin du mois de mars 1980, LWT décide de conserver la série car elle se vend toujours très bien à l'étranger. Pourtant, Brian Clemens clamera en 1996 que sa société de production Mark One n'a pas vu de profit réel de la série jusqu'à la fin des années 80. Néanmoins, les propos de Shaw inquiètent les producteurs qui envisagent de le remplacer. Mais, estimant que son départ aurait un impact trop important sur la série et coûterait trop cher, il décide de le garder. LWT remet alors une énorme pression sur Clemens pour faire redémarrer la série dès le mois de juin 1980. Il faut rappeler les équipes techniques et écrire rapidement des scripts. 8 épisodes minimum seront nécessaires pour ramener la série à sa production normale. Seulement, les deux acteurs se plaignent que leurs personnages n'évoluent plus, que l'on n'écoute pas leurs idées et que la série passait d'un effort artistique à une simple machine de production pour respecter les délais de LWT. Lewis Collins est désormais dans le même esprit que Martin Shaw et souhaite lui aussi quitter la série. La pression de LWT pour obtenir des épisodes mis en boîte devient ingérable. Ajoutée au comportement de Collins et de Shaw qui sont peu coopératifs pour les tournages. Les retards s'accumulent et une deuxième petite équipe de tournage qui était parfois utilisée pour retourner des scènes manquantes ou faire des rajouts sur les saisons précédentes est systématiquement employée dans la saison 4 pour combler le retard. Néanmoins, cela a donné une expérience précieuse à cette équipe dans la réalisation et le travail sur les caméras et la façon de filmer. LWT utilise donc les 8 premiers épisodes de la saison 4 originellement tournés et les mélange avec d'autres tournés en 1980, ce qui donne des incohérences à l'écran, notamment en ce qui concerne la voiture de Doyle. La planification de LWT laisse à désirer et le pire est à venir. De nouveaux problèmes financiers apparaissent, notamment avec la comptabilité de LWT qui ne payait un épisode que lorsque celui-ci était diffusé sur ITV1. Malheureusement, ils font un mélange et dans la saison 4, il y a une rediffusion d'anciens épisodes. Cela impacte fortement la série. La production devant prendre des décisions rapides, interrompt la série car d'autres projets que les professionnels sont jugés prioritaires. LWT veut promouvoir de nouveaux programmes pour marquer la nouvelle décennie et les coûts de production toujours grandissants des professionnels mettent encore une fois la série en danger. Finalement, en 1981, seulement 5 épisodes sont commandés, auxquels LWT ajoute 6 épisodes tournés en 1980 qui n'ont pas été diffusés à cause du fameux mélange. Et c'est avec 11 épisodes que la 5e et dernière saison est diffusée en novembre 1982. En fait, le dernier épisode enregistré de la série en 1981, qui était Spy Probe, des gens sans importance en français, fut ubuesque à tourner. Shaw, derrière la caméra, ne cessait de crier qu'il voulait quitter la série à tout prix. Et LWT fait donc mourir Doyle et Body dans le premier script. Mais Clements s'y oppose en disant que la série pourrait être relancée plus tard, et que les fans détestent de telles histoires. LWT cède, mais ironiquement Martin Shaw a failli mourir noyé pendant le tournage de l'épisode lorsqu'une poursuite en hors-board s'est mal passée. La diffusion de la série se termine donc le 6 février 1983 avec la diffusion de l'épisode No Stone, Action terroriste en français, qui termine le show après 57 épisodes et 5 saisons sur une note triste mais qui reste dans l'esprit de départ, à savoir montrer les problèmes de la vie réelle. Les contrats des acteurs ont expiré en mai 1981, juste un mois après que les professionnels soient élus programme de l'année d'ITV1 par les téléspectateurs.
Si Martin Shaw et Lewis Collins avaient clairement signifié qu'ils ne re-signeraient pas, Gordon Jackson, lui, au contraire, était prêt à tourner d'autres saisons. Clemens a donc proposé à LWT de lui adjoindre 2 nouveaux équipiers, mais LWT refusa. Et d'une, car Doyle et Body étaient devenus trop populaires, et enfin surtout parce que la série était devenue trop chère à produire. On estime le budget entre 700 000 et 900 000 livres pour les derniers épisodes tournés, et qu'avec la concurrence accrue des programmes des autres chaînes, il était temps de passer à autre chose. En janvier 1982, environ 6 mois après la fin du tournage de la série, Clemens, Fennell et Johnson liquident la société de production Avengers Mark I. Albert Fennell meurt en 1988, Clemens poursuivra sa carrière prolifique jusqu'à sa mort en 2015. Les embrouilles, hélas, autour de la série continueront encore un bon moment après l'arrêt de celle-ci. En effet, Martin Shaw, qui avait la dent dure envers son personnage, la série et la production, fera un blocus total de la série pendant des années pour qu'elle ne soit pas diffusée par rapport au droit à l'image de son personnage jusqu'au milieu des années 90. Celui-ci prétexta pour se justifier que la série lui aurait causé du tort sur sa carrière professionnelle si elle avait été diffusée. Ce ne sera qu'à la mort de Gordon Jackson, qui jouait Cole, que Shaw permettra la rediffusion de la série en apprenant que la veuve de Gordon Jackson était démunie financièrement et que les droits de diffusion de la série pouvaient la sortir de sa mauvaise situation. Souvent critiquée pour sa violence et les thèmes abordés, néanmoins la série est devenue culte et a laissé une trace à la télévision avec son caractère politiquement incorrect. Comme nous allons le voir plus loin dans l'émission, il faudra attendre 1999 pour que la série renaisse de ses cendres avec les nouveaux professionnels. Nombre de vedettes pas encore connues à l'époque, comme par exemple un certain Pierce Brosnan tout jeune, apparaît comme opérateur radio du CI5 dans l'épisode 8 de la saison 4, intitulé Sport sanglant, Bloodsport en version originale. 2 ans plus tard, il deviendra un certain Remington Steele aux côtés de Stephanie Zimbalist, et bien entendu James Bond quelques années plus tard. Mais il n'est pas le seul. Dans l'épisode 7 de la saison 3, c'est un certain Ian McDiarmid qui joue le rôle de Mickey Hamilton, qui deviendra 4 ans plus tard dans Le Retour du Jedi, l'empereur Palpatine. Nous vous mettons quelques autres noms, à vous de découvrir les autres vedettes apparues au fil des 5 saisons de la série. La série fut diffusée en France sous le titre Les Professionnels en février 1989 sur TF1. Tous les épisodes ont été diffusés et doublés. On peut retrouver dedans de nombreux acteurs apparus dans la série des New Avengers comme au hasard Kate Byron, Kate Buckley, John Castle, Peter Sellier, Gabriel Drake, Robert Gillespie, Gary Waldorn et Pamela Stephenson, 2 fois pour elle. C'était presque comme si Mark I avait sa propre petite compagnie de répertoire d'acteurs. C'est Bertrand Arnault qui double Martin Shaw, tandis que Lewis Collins est doublé par Joel Martineau. Gordon Jackson sera doublé, lui, par Jean Berger. Doublage de qualité. Malheureusement, la série ne sera jamais rediffusée sur les télévisions françaises, notamment à cause de sa violence et des thèmes abordés dans celle-ci. C'est l'excellent Laurie Johnson, comme nous l'avons mentionné en début de l'émission, qui fut appelé par son ami Brian Clemens pour composer les musiques de la série. Outre le superbe générique qui déchire, vous avez une superbe bande originale rythmée et très funky qui fait jeu égal avec les musiques de Chapeau melon et Bottes de cuir sans le moindre problème. Les musiques de la série sont bien entendu disponibles sur un CD dédié très difficile à trouver aujourd'hui et qui faisait partie d'une série de 3 CD, les 2 autres étant pour la série de Chapeau melon et Bottes de cuir des années 60 et l'autre pour la série de Chapeau melon et Bottes de cuir avec Purdy et Gambit. Si vous pouvez vous le procurer, jetez-vous dessus, vous ne le regretterez pas. Sans doute une des meilleures bandes originales de série jamais faites. Tout commence par une pub en 1996 de Nissan qui fait une parodie de la série des professionnels pour leur véhicule Almera GTI Advert. Alors que la série semblait morte et enterrée pour de bon, pendant le week-end du 1er mars 1997, Lewis Collins fait une apparition surprise et peu médiatisée à la télévision britannique. Là, il y annonce qu'il est en discussion pour la possibilité de reprendre son rôle dans une nouvelle série des professionnels.
La presse le confirme et explique alors que Bodhi serait désormais à la tête du CI5. Gordon Jackson étant mort en 1990, il ne pouvait reprendre le rôle, et que David Weeks et Brian Clemens, les vétérans de la télévision, sont impliqués dans le projet. Weeks dit qu'il a à cœur de garder l'esprit originel de la série pour que les fans ne soient pas déçus. De plus, avec Brian Clemens comme producteur exécutif et d'autres grands noms comme Ray Austin, Sidney Ayers ou bien Christopher King qui viendraient sur la série, tout s'annonce pour le mieux. Sans compter que Lewis Collins serait à la tête du CI5, les fans sont alors très excités à cette idée. Ils imaginent déjà de nouvelles courses-poursuites, un esprit politiquement incorrect de la série, des coups de feu, des bastons et autres complots. D'autant que depuis 1983, le public anglais considère qu'il manque cruellement de bonnes séries d'action à la TV. Weeks jugeait alors opportun de ramener une série au succès aussi phénoménal que l'étaient les professionnels. Weeks a sans doute été boosté par la pub de Nissan et s'est rendu compte qu'il y avait encore un énorme public pour la série. Néanmoins, les chaînes de télévision, elles, étaient beaucoup moins certaines de ce fait et aucune d'elles n'était prête à produire la nouvelle série. Même si LWT avait demandé à Clemens au début des années 90 de créer une série dans le même esprit que les professionnels. Weeks a réussi malgré tout à trouver de l'argent auprès de financiers qui se souvenaient sans doute de la série vue dans leur jeunesse. D'autant qu'il leur promet qu'il va pouvoir vendre la nouvelle série à des networks américains qui est alors un marché très lucratif. En effet, la nouvelle équipe du CI5, même si elle était toujours basée à Londres, pourrait intervenir à l'international. La série étant financée par des pays comme le Japon, la France ou encore l'Allemagne, Weeks expliquant que le monde est désormais plus dangereux qu'il y a 20 ans et que le CI5 serait amené à s'attaquer à des problèmes plus importants dans le monde. Enfin, Weeks explique qu'il n'y aura pas de distorsion temporelle, que les héros de la nouvelle série seront actuels avec des aventures actuelles. Les fans deviennent plus prudents, mais sont heureux que Lewis Collins soit de la partie. Mais un premier coup dur arrive. Après 6 mois de négociations, on annonce que Lewis Collins n'apparaîtra pas dans le show, sans la moindre explication. Collins lui-même n'en donnera jamais la raison. Néanmoins, le salut semble être là, car c'est Edward Woodward qui est retenu, et qui était le premier choix de Weeks. Sans doute, on suppose que Clemens a insisté pour que Collins soit approché pour reprendre le rôle. Edward Woodward, immense acteur anglais, prend donc le rôle d'Harry Malone. Très connu pour son rôle de Robert McCall dans la série The Equalizer, qui a joué dans de nombreuses autres séries et qui a eu également une belle carrière au cinéma. L'acteur est mort en 2009 à l'âge de 79 ans. Bien entendu, vu la mauvaise entente de Martin Shaw avec la production, personne n'est étonné que l'on ne le contacte pas pour savoir s'il veut reprendre son rôle. Bizarrement d'ailleurs, Clemens déclarera à cette époque « J'aurais adoré que Martin Shaw apparaisse dans la nouvelle série, la porte lui est toujours ouverte », mais qu'il pensait que l'acteur était devenu trop sérieux. Shaw déclarera, lui, qu'il regrettait d'avoir désormais cette image d'acteur trop sérieux et confirma qu'il n'avait pas été approché. Il n'a cependant pas dit s'il aurait aimé revenir dans la série. Clemens aurait sans doute voulu avoir Shaw en guest dans quelques épisodes pour l'audimat. Les acteurs Carl Weber et Colin Wells, qui à l'époque étaient de parfaits inconnus, sont alors recrutés. C'est toujours un risque de prendre des inconnus, mais si le duo pouvait fonctionner à l'écran comme celui de Shaw et Collins, c'est tout ce qu'on leur demandait. Respectivement, Weber incarne Chris Kill, l'acteur n'aura pas une grande carrière télévisuelle, tandis que Colin Wells joue le rôle de Sam Curtis. Ce dernier continuera sa carrière dans les séries TV, il n'a pas eu de rôle depuis 2017. Un quatrième membre de l'équipe est pris sous l'actrice Lexa Doig, très connue des fans de Stargate SG-1 ou encore Andromeda. On a pu la voir également dans la série Les 4400 et Tech Wars, mais qui à l'époque était elle aussi peu connue du public. Le public, lui, est d'ailleurs circonspect. 4 membres dans l'équipe et une femme dans une série résolument masculine. Weeks expliquera que c'était une série actuelle et qu'elle devait refléter le rôle de la femme dans la société contemporaine. Une idée de départ était de reprendre un trio comme dans la série originale, mais avec un duo homme-femme pour le terrain comme dans les New Avengers. Clemens rejeta cette idée bizarrement. Une fois le casting terminé, tout va très vite. Une conférence de presse est organisée au Tower Bridge de Londres le 26 septembre 1997 pour annoncer la série. Et le 12 octobre 1997, le tournage de la nouvelle série commence. Ce seront Hywel Maggs et Chris Winter qui seront chargés de composer les musiques de la série, là aussi deux illustres inconnus. On révèle néanmoins que Clemens a écrit la plupart des histoires, ce qui rassure les fans. Alors qu'ils sont toujours en plein tournage, Weeks cherche toujours le nom de la nouvelle série. Au final, l'adjectif new viendra s'ajouter au titre original
The New Professionals était lancé. Les diffuseurs ayant libre de droit sur le titre dans les autres pays, le nom variera d'un pays à un autre. Le tournage s'effectue en Angleterre, en Afrique du Sud et aux USA à Washington. Woodward dira d'ailleurs que cela a posé pas mal de problèmes à l'équipe technique qui changeait régulièrement. Woodward dira aussi que Clemens n'a jamais assisté au moindre tournage de la série, ce que démentira DWTV, la maison de production de la série, et dira que Clemens s'est impliqué dans l'écriture, a assisté à quelques tournages et été très impliqué en coulisses. La série est vendue dans plus de 40 pays, en France, en Inde, en Allemagne, en Australie et d'autres, mais également à des chaînes de télévision du câble et du satellite qui étaient pour la majorité détenues par le groupe de Rupert Murdoch. En Angleterre, la production pensait que ITV ou la BBC diffuseraient la série, mais ce ne fut pas le cas. Quant aux autres chaînes anglaises, comme par exemple Channel 5 qui étaient très intéressées, elles ne pouvaient se permettre de payer le prix exigé par DWTV, à savoir 75 000 livres par épisode. Quant aux USA, aucune vente de la série ne sera jamais réalisée, et le peu d'audience ajouté au manque de promotion de la série l'achèveront avant même qu'elle prenne son envol. ITV revient alors vers Wix et lui dit qu'elle diffusera la série en Angleterre si le prix est abaissé. Wix refusera net et dira qu'il préférait mettre la série sous coffre-fort plutôt que de la céder pour rien à ITV. Dans certains pays, la série ne sera même pas diffusée dans son intégralité. Diffusée entre le 19 septembre 1999 et le 19 décembre 1999 sur le réseau Sky One, la série fera peu d'audience. Et après 13 épisodes de celle-ci, elle s'arrête. David Wicks dira que s'il n'a pas pu la vendre aux USA, c'est parce que les networks désiraient au minimum 22 épisodes pour une saison. Il est étrange que Wicks n'était pas au courant de ce fait avant de lancer la production de la série. Clairement en deçà de la série originale, la nouvelle série des professionnels ne laissera pas un grand souvenir. En France, elle sera diffusée du 23 avril 2000 au 26 juin 2000 sur M6 sous le titre « Les nouveaux professionnels ». C'est la société Contenders qui édite les premières VHS avec l'intégralité de la série en 1990. Celle-ci conserve les droits et propose les premiers DVD en 2002. Elle édite la série en intégralité remasterisée dans un superbe coffret, mais également des coffrets séparés saison par saison. Contenders refait une nouvelle édition DVD remasterisée à nouveau en 2004 avec un nouveau packaging. La série est également éditée en DVD au Japon sous forme de plusieurs coffrets classieux et même l'Australie aura son édition DVD. En France, il faudra attendre 2016 pour que LCJ édite l'intégralité de la série sous forme de coffrets séparés. La série est également disponible en Blu-ray en anglais, visiblement pour les saisons 1 à 4 actuellement. Bien évidemment, vous trouvez également des éditions DVD des nouveaux professionnels. Des annuals, des romans, des figurines et autres répliques des voitures de Doyle et Body, il y a une pléthore de produits dérivés qui existent sur la série. Nous vous montrons, comme d'habitude, qu'un échantillon, à vous de vous faire la collection que vous souhaitez. Phase S numéro 25 est à présent terminée. Nous espérons vous avoir fait découvrir ou redécouvrir cette super série qu'est Les Professionnels. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, un énorme merci. En avance, nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2021. Prenez soin de vous. Nous nous retrouvons quant à nous à la fin du mois de février. Et pour bien démarrer cette nouvelle année et saison de Phase S, c'est avec Fran Fine et la série Une nounou d'enfer que nous lancerons notre 5e saison. À bientôt. N'hésitez pas à partager, à diffuser et à vous abonner à notre chaîne. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé, c'est important pour nous et ça ne vous prend que quelques secondes. Cliquez sur la petite cloche en haut de notre chaîne pour être averti des prochaines émissions à venir. Pour les nouveaux qui découvrent notre chaîne, faites-vous plaisir en regardant nos émissions déjà disponibles en ligne. Retrouvez également Phase S sur les réseaux sociaux pour continuer l'expérience et pour nous soutenir.